Et si vous découvriez qu'une simple domestique pouvait changer le destin de centaines de vies, sans que personne ne le sache? Lyon, hiver 1943. Dans la cour d'une maison bourgeoise, une jeune femme balaie la neige sous le regard froid d'un officier allemand. Rien ne semble anormal. Sauf que, sous ses pieds, 2 enfants se cachent, et dans 10 minutes, tout va basculer. Des années plus tard, une photographie retrouvée tachée de sang révélera ce que cette journée avait vraiment caché. Aujourd'hui, vous allez découvrir cette histoire dramatisée, inspirée de faits humains réels, celle d'une femme invisible devenue héroïne sans jamais chercher la gloire. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous racontons ici des histoires dramatisées inspirées de notre réalité, des récits qui rappellent que le courage, la compassion et la dignité peuvent se cacher dans les gestes les plus simples. Votre soutien permet à ces mémoires humaines de continuer à vivre, une histoire à la fois. Cette photographie a été trouvée dans une poche, tachée de sang, 22 ans après avoir été prise. Sur l'image, une femme en tablier sombre balaie la neige dans une cour bourgeoise de Lyon, hiver 1943. Son regard n'est pas sur le balai. Il fixe quelque chose que nous ne voyons pas. Quelque chose qui, dans exactement 10 minutes, décidera si 3 enfants verront un autre lever de soleil. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez pourquoi cette femme invisible a sauvé 200 vies, sans que personne ne connaisse son nom pendant des décennies. Son nom était Léonie Carrel. 27 ans. Fille d'un filateur et d'une blanchisseuse du quartier de la Croix-Rousse. Elle dormait dans une chambre de 2 mètres sur 3 sous les toits, se levait à 4h30 chaque matin depuis 13 ans. Ses mains portèrent les cicatrices de brûlures de fer à charbon et des engelures qui ne guérissaient jamais complètement. Une lettre retrouvée des décennies plus tard dans les archives municipales de Lyon confirme son existence. Une simple ligne sur un registre de rationnement avec son nom tamponné entre 1942 et 1944. Mais ce jour-là, dans cette cour pavée où la lumière pâle d'hiver dessinait des ombres longues, Léonie ne pensait pas à ses mains abîmées. Elle comptait mentalement. 9 minutes avant la ronde. 2 étages plus bas, dans un recoin du sous-sol qu'elle avait transformé en cachette, Noah, 6 ans, et Sarah, 4 ans, attendaient, affamés, terrifiés. Et quelqu'un dans cette maison les avait dénoncés sans le savoir. Léonie travaillait pour les Dupré depuis l'âge de 14 ans. Madame Blanche Dupré, veuve élégante d'un industriel textile mort dans un accident en 1938, dirigeait la maison d'une main de fer. Elle payait à temps, donnait à manger, mais n'avait jamais demandé à Léonie son nom complet. Pour Madame Blanche, Léonie était un meuble qui marchait, qui portait des seaux de 15 kilos et qui disparaissait quand on n'avait plus besoin d'elle. La grand-mère, Madame Odette, sévère et catholique, faisait confiance à Léonie précisément parce qu'elle ne se mêlait de rien. Et les enfants, Camille, 10 ans, et Étienne, 8 ans, la voyaient comme une ombre rassurante qui apportait du pain chaud et écoutait leurs cauchemars quand leur mère n'avait pas le temps. Mais depuis que la maison avait été partiellement réquisitionnée par les occupants allemands, tout avait changé. Un officier, le lieutenant Friedrich Weber, utilisait le bureau les fins d'après-midi, méticuleux. Il comptait les pommes de terre, mesurait le charbon. Léonie avait appris à falsifier des pertes, à casser discrètement un œuf pour justifier une absence. Elle avait appris autre chose aussi, quelque chose que personne ne lui avait enseigné à l'école, qu'elle avait dû quitter à 11 ans parce qu'une fille de filateur n'avait pas besoin de lettres. Elle avait appris que l'invisibilité pouvait sauver des vies. 8 minutes. Dans la cour, Camille et Étienne apparaissaient à moitié cachés derrière un tonneau de charbon, jouant à un jeu qu'ils avaient inventé pour oublier que des soldats dormaient dans leur propre maison. Camille mouillait son lit la nuit depuis qu'elle avait vu des uniformes battre un voisin dans la rue. Étienne bégayait maintenant, cherchait ses mots comme on cherche une bougie dans le noir. Léonie était la seule qui attendait patiemment qu'il finisse ses phrases. Au coin droit de la photographie, un casque allemand mal cadré suggère une présence que l'objectif n'ose pas montrer complètement. Le portail de fer au-dessus de la cour projette un dessin de barreaux sur les pavés humides, comme un échiquier, comme si la vie elle-même était devenue une partie où chaque mouvement pouvait être le dernier. 7 minutes.
Léonie serrait le manche du balai pour que ses mains ne tremblent pas. Elle avait vomi ce matin, avant l'aube, quand Armand Valois, le mécanicien de l'atelier voisin, était venu lui chuchoter que la famille Belkacem avait besoin d'un passage. Armand buvait pour contrôler sa peur. Parfois, il arrivait avec des informations en retard, et Léonie devait compenser ses erreurs. Il portait encore sur lui les noms d'une famille entière qu'il n'avait pas pu sauver lors d'une opération mal planifiée en 1942. Mais il continuait, comme elle. Léonie n'était pas courageuse par nature. Elle était courageuse malgré la terreur qui lui nouait l'estomac chaque fois qu'elle entendait des bottes résonner dans le couloir. La première fois qu'elle avait caché quelqu'un, elle avait tremblé si fort qu'elle avait dû s'asseoir par terre après. Mais elle avait continué. Parce que 20 ans plus tôt, sa petite sœur Paulette était morte de pneumonie à 7 ans. Pas de médecin, pas d'argent, juste la fièvre qui montait et le souffle qui s'arrêtait. Léonie se demandait encore pourquoi elle avait survécu et pas Paulette. 6 minutes. Dans sa poche, elle touchait du bout des doigts une photographie décolorée. Robert. Un jeune ouvrier qu'elle avait aimé avant la Première Guerre. Il était parti en lui promettant de revenir. Il n'était jamais revenu. Léonie vivait dans un deuil silencieux depuis 20 ans. Dans ce chagrin qui ne fait pas de bruit parce qu'il n'intéresse personne. Mais ce matin-là, dans cette cour où la neige tombait mollement, Léonie avait pris une décision. Noah et Sarah Belkacem, les neveux de Mireille, une voisine juive algérienne dont le mari avait été emmené 3 jours plus tôt, devaient sortir de cette maison avant midi, où ils mourraient tous. 5 minutes. Étienne toussait, une toux sèche qui faisait tourner la tête de Léonie. Le garçon avait eu le typhus 2 mois plus tôt. Pas de pénicilline. Léonie avait passé 72 heures à son chevet avec des compresses de moutarde et des tisanes que sa grand-mère lui avait apprises. Madame Odette priait le chapelet. Mais c'était Léonie qui avait sauvé l'enfant. Le photographe leva son appareil. Un homme qu'elle ne connaissait pas, envoyé par Madame Blanche, pour immortaliser la routine domestique. Comme si tout était normal. Comme si la guerre n'avait pas transformé les couloirs en champs de mines et les placards en tombeaux potentiels. 4 minutes. Léonie balayait la neige avec des gestes mécaniques, mais son esprit calculait. Le lieutenant de Weber montrait dans son bureau dans 12 minutes exactement. Il était ponctuel comme une horloge suisse. Cela lui donnait une fenêtre. Une fenêtre si étroite qu'un retard d'1 minute signifiait la mort. Et c'est alors qu'elle entendit le bruit qu'elle redoutait le plus. Des pas. Pas les pas réguliers du lieutenant. Des pas pressés. Quelqu'un venait d'arriver par la porte de service. Quelqu'un qui n'aurait pas dû être là. Léonie leva les yeux, et son sang se glaça. Parce qu'elle venait de comprendre que tout ce qu'elle avait planifié pendant des semaines allait s'effondrer dans les 3 prochaines minutes, et que cette photographie qu'un inconnu venait de prendre serait peut-être la dernière preuve qu'elle avait existé. Pour comprendre comment Léonie en était arrivée là, debout dans cette cour avec le poids de 3 vies d'enfants sur ses épaules, il faut revenir 6 mois en arrière. À la nuit du 14 juillet 1943, quand Lyon était plongé dans un silence de couvre-feu et que chaque porte qui claquait pouvait annoncer une rafle. Cette nuit-là, Léonie descendait les poubelles par l'escalier de service quand elle avait trouvé Mireille Belkacem recroquevillée contre le mur, un sac de tissu serré contre sa poitrine. Mireille était la voisine du numéro 12, une Algérienne juive mariée à un cordonnier français. Léonie la croisait parfois au marché. Elles échangèrent des politesses. Rien de plus. Les domestiques ne se mêlaient pas aux locataires. C'était la règle. Mais ce soir-là, Mireille pleurait en silence. Ce genre de pleurs qui ne fait pas de bruit, parce que le bruit tue. Elle avait levé les yeux vers Léonie et avait murmuré « Ils ont pris mon mari, ma sœur, 2 enfants. » Les mots sortaient tachés, comme si chaque syllabe lui arrachait un morceau de chair. Mireille avait agrippé le bras de Léonie. « Une nuit. Juste une nuit. S'il vous plaît, je ne vous demande rien d'autre. » Léonie aurait pu refuser. Aurait dû refuser. Les domestiques qui cachèrent des fugitifs finissaient fusillés. Mais quelque chose dans les yeux de Mireille lui avait rappelé sa propre mère, cette blanchisseuse de la Croix-Rousse qui s'était usé les mains dans l'eau glacée pour nourrir ses filles. Léonie n'avait pas répondu avec des discours.
Elle avait répondu avec la seule chose qu'elle savait faire. Du pratique. Elle avait vidé une caisse à charbon dans le sous-sol, l'avait tapissée d'une couverture qui sentait la suie et l'humidité. Elle avait guidé Mireille par le couloir de service, celui que seuls les domestiques utilisaient, celui qui serpentait derrière les murs comme un secret. Le lendemain matin, elle lui avait apporté un morceau de pain dur et avait partagé avec elle la carte mentale qu'elle s'était construite en 13 ans de service. Les horaires du garde, le moment où le laitier passait, le portail qui grinçait moins. Mireille était restée 3 jours, puis une semaine. Puis les semaines s'étaient enchaînées, parce que dehors, les rafles se multipliaient. Des archives retrouvées dans les années 80 confirment qu'à Lyon, entre l'été 1943 et l'hiver 1944, plus de 1000 personnes ont été déportées. Léonie le savait parce qu'elle comptait les disparitions comme on compte les morts. Le boulanger du coin, la mercière de la rue d'à côté, le vieux monsieur du 3e qui lisait son journal sur le banc. Un matin, il n'était plus là. Juste un banc vide et des journaux éparpillés par le vent. Mais Mireille n'était pas seule. Elle avait avec elle Noah, 6 ans, et Sarah, 4 ans, les enfants de sa sœur emmenés lors d'une rafle nocturne. Noah ne parlait plus depuis qu'il avait vu sa mère arrachée de leurs bras. Sarah pleurait dans son sommeil, des sanglots étouffés qui résonnaient dans le sous-sol humide. Léonie avait commencé à leur apporter plus que du pain. Elle leur apportait du charbon pour dessiner sur les murs. Des histoires chuchotées dans le noir. Une humanité minuscule, mais têtue. C'est Armand Valois, le mécanicien, qui avait transformé l'acte isolé de Léonie en réseau. Armand faisait partie d'un groupe de résistance locale qui organisait des passages vers la zone libre. Il avait entendu parler de la domestique qui cachait des gens dans une maison bourgeoise à moitié occupée par les Allemands. Il était venu un soir par la porte de service. Un homme aux mains tachées de cambouis, aux yeux fatigués. Il buvait pour tenir. Léonie le sentait dans son haleine. Mais il continuait à venir, à apporter des informations, à organiser des départs. La maison des Dupré était devenue, ironiquement, un point de passage précisément parce que Léonie y était invisible. Quand le lieutenant Weber montait à son bureau, elle pliait des serviettes. Quand il descendait, elle mesurait ses pas dans le couloir et, avec la discrétion de quelqu'un qui ramasse des cendres, elle ouvrait et fermait des passages. Madame Blanche ne savait rien. Elle voyait seulement que Léonie semblait distraite ces derniers temps, qu'elle avait maigri, 8 kilos en 6 mois. Ses robes flottaient sur son corps comme des voiles. Madame Blanche lui avait fait la remarque un matin. « Vous êtes faible, Léonie. Vous n'allez pas tenir si vous ne mangez pas. » Elle ne savait pas que Léonie partageait sa propre portion avec 3 bouches cachées dans le sous-sol. Le vrai danger ne venait pas seulement des Allemands. Il venait de Madame Girard, la voisine du numéro 14, une collaboratrice qui épiait les fenêtres, qui notait les allées et venues, qui rapportait le moindre comportement suspect. Léonie savait que Madame Girard la surveillait, qu'une seule erreur suffirait. Il y avait eu des alertes. Une fois, Sarah avait toussé pendant une fouille de routine. Léonie avait immédiatement feint une quinte de toux elle-même, s'était pliée en 2 en gémissant. Les soldats avaient reculé, dégoûtés. Une autre fois, un voisin avait vu des ombres bouger dans le sous-sol. Léonie avait inventé une histoire de rat, avait montré des traces de griffures qu'elle avait faites elle-même avec un clou. Le plus dur n'était pas la peur. C'était le quotidien. Porter des seaux de 15 kilos. Travailler 18 heures par jour. Ses mains enflaient. Son dos la faisait souffrir au point qu'elle ne pouvait plus dormir que sur le côté. Mais elle continuait parce qu'arrêter signifiait laisser mourir des enfants. Et Léonie avait déjà laissé mourir sa petite sœur Paulette. Elle ne le ferait plus. Il y avait eu des moments de lumière dans cette obscurité. La boulangère, Madame Rousseau, se trompait dans la monnaie en faveur de Léonie chaque semaine. Jamais un mot. Juste ce geste silencieux. La blanchisseuse, la vendeuse de légumes, la couturière, toutes passaient des informations codées à travers des bavardages anodins. Un réseau de femmes invisibles qui se protégeaient mutuellement. Et puis il y avait eu Noël 1943. Léonie avait réussi à obtenir une orange rare au marché noir. Elle l'avait coupée en 8 morceaux, un pour chaque personne cachée dans le sous-sol ce soir-là, plus Armand et elle-même.
Ils avaient mangé dans le noir, à la lueur d'une seule bougie, en chantant à voix basse des chants de Noël. Noah avait souri pour la première fois depuis des mois. Ce sourire avait suffi à Léonie pour tenir un mois de plus. Mais en janvier 1944, tout avait basculé. Armand était arrivé essoufflé au portail de service. Batida général annoncé pour minuit. Il cherche des agitateurs. Si on ne les sort pas maintenant, ils meurent. Léonie avait 40 minutes pour organiser l'impossible, et une fièvre de 38 degrés qui lui brouillait la vue. C'est à ce moment-là que Camille était entrée dans la cuisine. La petite avait 10 ans, des tresses brunes et des yeux trop vieux pour son âge. Elle mouillait encore son lit la nuit. Mais elle avait regardé Léonie et avait murmuré « Il va se passer quelque chose, n'est-ce pas ?» Ce n'était pas une question, c'était une certitude. Et Léonie avait compris que cette enfant bourgeoise allait devenir, malgré elle, la clé de tout. La nuit du blizzard, comme on l'appellerait plus tard dans les rues de Lyon, commença à 23h15 exactement. Une panne électrique générale plongea la ville dans une obscurité totale. Certains dirent plus tard que c'était un accident. D'autres, que la résistance l'avait organisé. Léonie ne savait pas. Elle savait seulement qu'elle avait 40 minutes pour faire sortir 3 personnes d'une maison à moitié occupée par des soldats allemands, et qu'elle tremblait tellement de fièvre que ses dents claquaient. Dans la cuisine, Camille l'observait. La petite fille avait posé sa main sur le bras de Léonie. « Je peux aider », avait-elle murmuré. Léonie avait secoué la tête. Trop dangereux. Mais Camille avait insisté. « Je peux marcher devant. Si les soldats voient une fille comme moi, ils ne regarderont pas derrière. » Léonie avait fermé les yeux. Accepter l'aide d'une enfant de 10 ans. Utiliser l'innocence bourgeoise comme bouclier. C'était une décision qu'aucune mère ne devrait avoir à prendre. Mais Léonie n'avait pas le luxe de la morale. Elle avait seulement celui de la survie. Elle était descendue au sous-sol avec un sac de vêtements. Mireille serrait Noah et Sarah contre elle, tous les 3 recroquevillés dans le coin le plus sombre. Les yeux de Mireille luisaient dans l'obscurité. « C'est maintenant ou jamais », avait chuchoté Léonie. Elle avait sorti les vêtements, le manteau d'Étienne pour Noah, la robe de Camille pour Sarah, l'uniforme de l'innocence. Elle avait peigné les cheveux de Sarah, essuyé la saleté du visage de Noah. Mireille, elle, recevait quelque chose de plus précieux encore. Le foulard à la lavande de Madame Odette. Ce parfum que portèrent les femmes respectables. Une armure invisible. Léonie avait expliqué le plan, le couloir de service, le portail latéral. Armand attendrait dans la ruelle. Mais il y avait un problème. Le lieutenant Weber n'était pas encore parti. Il était en retard. Léonie avait grimpé l'escalier 4 à 4, le cœur battant si fort qu'elle entendait le sang rugir dans ses oreilles. Elle avait frappé à la porte du bureau. « Un problème avec l'évier, monsieur. De l'eau partout. » Le mensonge lui était venu naturellement, comme respirent les noyés. Weber avait soupiré, irrité. Il la suivrait dans 5 minutes. 5 minutes. Léonie était redescendue en courant. Les jambes de Mireille tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine marcher. Sarah pleurait sans bruit, le visage enfoui dans la jupe de sa tante. Noah, lui, avait retrouvé quelque chose dans ses yeux, une lueur minuscule, de la confiance. Envers Léonie, envers cette femme qui sentait le savon et le charbon et qui lui avait appris à dessiner dans le noir. Dans le couloir, Camille attendait. Léonie lui avait pris la main. Si quelque chose se passe mal, tu cours. Tu ne te retournes pas. Camille avait hoché la tête. Mais ses doigts serraient ceux de Léonie comme si elle ne voulait plus jamais lâcher. Ils avaient commencé à avancer. Camille devant, marchant d'un pas tranquille, comme si elle allait simplement jouer dehors. Derrière elle, Noah et Sarah, déguisés en petits bourgeois. Puis Mireille, le foulard à la lavande cachant son visage. Et enfin Léonie, portant un seau d'eau pour justifier sa présence. 20 mètres, 15 mètres, 10 mètres jusqu'au portail latéral. Léonie comptait chaque pas, chaque battement de cœur. La fièvre lui donnait l'impression que le sol bougeait sous ses pieds. Mais elle continuait. Parce que s'arrêter, c'était mourir.
Et puis ils avaient entendu le bruit. Des bottes. Un soldat qui marchait dans leur direction. Un jeune, nerveux. Une recrue qui faisait sa première ronde de nuit. Il avait braqué sa lampe torche vers eux. Halte. Le mot avait claqué comme un coup de feu. Léonie n'avait pas réfléchi. Elle avait fait ce qu'elle savait faire. Elle avait laissé tomber le seau. Le bruit métallique avait explosé dans le silence, assourdissant. L'eau s'était répandue sur les pavés. Le soldat avait tourné sa lampe vers elle, ébloui par le mouvement. Derrière lui, dans l'ombre, Armand faisait signe à Mireille d'avancer. Camille avait compris instantanément. Elle avait pris la main de Noah et de Sarah et les avait tirés vers la porte latérale. Le soldat criait maintenant. « Wasmax du hier, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il s'était avancé vers Léonie, le fusil pointé. Léonie avait levé les mains, lentement. Elle tremblait, mais pas seulement de peur, de fièvre, de rage, de tout ce qu'elle avait avalé pendant 27 ans de silence. Elle avait répondu en allemand, cet allemand de cuisine qu'elle avait appris en écoutant le lieutenant Weber passer ses coups de téléphone. Küche braucht Wasser. Madame Wilty, la cuisine a besoin d'eau. Madame veut du thé. Sa prononciation était mauvaise, son accent terrible. Le soldat avait ri, un rire méprisant. Il l'avait poussée contre le mur, ses mains fouillant les poches de Léonie. Il avait trouvé un chapelet usé. Des tickets de rationnement au nom de L. Carrel. Une photographie décolorée d'un jeune homme en uniforme de 1918. Robert. Le garçon qui n'était jamais revenu. Le soldat avait regardé la photo, puis le visage de Léonie. Du bist nur eine Magd. Tu n'es qu'une domestique. Il avait recraché les mots comme on crache un morceau de viande pourrie. Puis, il l'avait lâché. Il s'était retourné, repartant vers son poste. Léonie était restée debout contre le mur, les jambes molles, le souffle court. Elle avait attendu que les pas s'éloignent. Puis elle s'était effondrée. Ses genoux avaient touché le sol humide. Elle avait vomi, la bile brûlante mêlée aux larmes de soulagement. Camille était revenue en courant. Ses petites mains avaient agrippé Léonie, essayant de la relever. « Vous les avez sauvés. » Léonie avait secoué la tête. « Non, nous les avons sauvés. Ensemble. » La petite fille avait aidé Léonie à se relever, à rentrer dans la maison. Dans la cuisine, elle s'était assise en silence. Camille avait essuyé le front brûlant de Léonie avec un linge humide. Aucune des deux ne parlait. Il n'y avait rien à dire. 2 jours plus tard, Madame Girard avait frappé à la porte. Elle avait un sourire pointu, des yeux qui fouillaient chaque coin. Elle avait parlé de mouvements suspects dans la rue, de bruits étranges venant de la maison Dupré. Le lieutenant Weber avait écouté avec attention. Une perquisition avait été ordonnée. Ils étaient arrivés à l'aube. 6 soldats. Ils avaient retourné la maison de fond en comble. Le sous-sol, le grenier, chaque placard. Ils avaient trouvé des épluchures de pommes de terre, du charbon, des cendres. Le vide parfait qu'une bonne domestique s'est créé. Rien d'autre. Mais le lieutenant Weber n'était pas convaincu. Il avait regardé Léonie. Cette femme a un comportement insolent. Elle sera interrogée. Madame Blanche était devenue blanche comme son nom. Camille s'était mise à pleurer. Étienne, bégayant, avait essayé de dire quelque chose, mais les mots ne sortaient pas. Léonie avait simplement enfilé son manteau. Elle avait serré la main de Camille, puis celle d'Étienne. Elle avait regardé Madame Blanche dans les yeux pour la première fois en 13 ans. Et Madame Blanche avait enfin vu. Elle avait vu la femme derrière le meuble, la personne derrière la domestique. « Je la ramènerai », avait murmuré Madame Blanche. « Je vous le promets. » Mais Léonie ne se retournait déjà plus. Les soldats la poussèrent dehors, dans la rue glacée. Les voisins regardèrent depuis leurs fenêtres. Madame Girard souriait. Et Léonie marchait, la tête haute, vers un endroit d'où beaucoup ne revenaient pas. Mais avant de monter dans le camion, elle avait levé les yeux vers la fenêtre de la cuisine. Camille était là, le visage pressé contre la vitre. Léonie lui avait fait un signe minuscule, un geste qui disait
Tiens bon. Continue. Vis. 3 semaines. 3 semaines dans une cellule humide où le froid mordait les os. Interrogatoire. Privation de sommeil. Gifles, cris. Léonie répétait toujours la même chose. Je ne sais rien. Je lave seulement. Elle ne connaissait pas de technique de résistance. Elle connaissait simplement le pouvoir de l'obstination, de l'entêtement des pauvres qui n'ont rien d'autre à perdre que leur vie. Il faut maintenant revenir à ce jour d'hiver 1943, celui de la photographie, le jour où tout a commencé. Parce que cette image qui semble si banale, une domestique balayant la neige dans une cour bourgeoise, cache en réalité le moment exact où Léonie a compris qu'elle ne pourrait plus jamais revenir en arrière. Ce matin-là, Madame Blanche avait fait venir un photographe. Un homme avec un appareil lourd et un trépied métallique. Il devait immortaliser la routine domestique, prouver que tout était normal dans la maison Dupré malgré l'occupation. Une façade de normalité pour les voisins, pour les autorités. Le photographe avait installé son matériel dans la cour. Il avait demandé à Léonie de continuer son travail naturellement. Léonie balayait, mais son regard n'était pas sur la neige. Il était fixé sur le portail. Parce qu'elle savait ce que personne d'autre ne savait. Dans 10 minutes, Noah et Sarah devaient sortir du sous-sol pour rejoindre Armand qui attendait dans la ruelle. C'était la seule fenêtre possible avant la ronde du lieutenant Weber. 10 minutes pour faire passer 2 enfants sous le nez d'un photographe et de soldats allemands. Camille et Étienne jouaient derrière le tonneau de charbon. Mais ce n'était pas vraiment un jeu. C'était un signal. Un code que Léonie et les enfants avaient développé. Quand les enfants se cachaient derrière le tonneau, cela signifiait que la voie était libre. Quand ils s'éloignaient, danger imminent. Ces 2 enfants bourgeois étaient devenus, sans que leur mère le sache, les yeux et les oreilles de Léonie. Au coin du cadre, le casque d'un soldat. Le lieutenant Weber se tenait dans l'ombre du portail, observant. Comptant mentalement le charbon, les mouvements, les secondes. Léonie le sentait comme on sent un orage approcher. Elle serrait le manche du balai pour que ses mains ne tremblent pas. C'est à cet instant précis que le photographe avait déclenché. Le clic de l'appareil. Un son minuscule qui capturait tout. La neige qui tombait mollement. Les barreaux du portail qui dessinaient des ombres de prison sur les pavés. Le regard de Léonie, tourné vers quelque chose que l'objectif ne pouvait pas voir. Vers une liberté qu'elle orchestrait en silence. Cette photographie a été retrouvée des décennies plus tard dans une enveloppe marquée hiver 1943, cour intérieure, Léonie au travail. Au dos, une étiquette presque effacée portait ces mots. Personne n'avait compris leur signification pendant des années. Mais à l'instant où la photo avait été prise, Léonie avait senti quelque chose se briser en elle. Une certitude. Elle ne pourrait plus jamais faire semblant. Elle était devenue, dans ce moment gelé sur pellicule, quelqu'un d'autre. Pas une domestique invisible. Une femme qui avait choisi. Une femme qui savait que cette image pourrait un jour être utilisée contre elle. Ou pour elle, selon qui la regarderait. 9 minutes après la photo, Noah et Sarah étaient ressortis. Léonie avait simulé un problème avec l'évier pour retenir le lieutenant Weber dans son bureau. Elle était montée avec le remède d'Étienne qui toussait encore. Elle était redescendue avec du pain pour les enfants cachés. Elle avait dansé entre les étages comme une funambule sur un fil invisible. Camille l'avait aidée à balayer la cour, créant une distraction parfaite. Le photographe était parti. Le lieutenant Weber aussi. Et les 2 enfants avaient disparu dans la ville grise, guidés par Armand vers un endroit plus sûr. Personne n'avait rien vu, sauf Léonie et l'appareil photo. 3 semaines plus tard, quand Léonie était enfermée dans cette cellule humide où le temps n'existait plus, elle repensait à cette photo. Est-ce qu'il l'avait retrouvée? Est-ce qu'il savait? Mais les interrogateurs ne mentionnaient jamais de photographie. Ils criaient seulement. Ils frappaient. Ils exigeaient des noms qu'elle ne donnerait pas parce qu'elle ne savait pas comment faire autrement que résister par l'obstination. Un rapport de la Gestapo daté de février 1944 mentionne simplement Léonie Carrel, domestique, détenue pour insolence. Libérée faute de preuves. Des mots bureaucratiques qui ne disent rien de ce qui s'était passé dans cette cellule. Des heures debout jusqu'à ce que ses genoux cèdent.
le froid qui pénétrait les os, la faim qui creusait le ventre. Mais surtout, le silence obstiné de Léonie qui répétait comme une prière « Je ne sais rien, je lave seulement ». C'est Madame Blanche qui avait obtenu sa libération. La veuve Dupré avait utilisé le nom de sa famille, ses relations, son statut de bourgeoise respectée. Elle avait frappé aux portes, écrit des lettres, insisté. Parce qu'elle avait enfin compris. Cette femme qu'elle avait traitée comme un meuble pendant 13 ans était la colonne vertébrale de sa maison. Léonie n'était pas invisible par nature. On l'avait rendue invisible. Et cette invisibilité avait sauvé des vies. Quand Léonie était revenue, elle pesait 8 kilos de moins. Ses poignets portaient les marques des cordes. Son visage était celui d'une femme qui avait vu quelque chose qu'on ne peut pas effacer. Mais elle était rentrée. Elle avait retrouvé son tablier, son balai, sa cuisine, comme si de rien n'était. Parce que survivre dans ce monde-là, c'était faire semblant que tout était normal. Le premier repas après son retour, Madame Blanche avait fait quelque chose d'impensable. Elle avait mis un couvert à table. Pour Léonie, à côté de Camille et d'Étienne. Madame Odette, la grand-mère sévère, était restée silencieuse un long moment. Puis elle avait posé sa main ridée sur celle de Léonie. Aucun mot, juste ce geste, plus puissant que 1000 discours. Camille avait dessiné une fleur sur la serviette de Léonie, une petite fleur maladroite, avec des pétales inégaux. Étienne avait bégayé longtemps avant de réussir à dire « Merci, Léonie ». Et pour la première fois depuis la mort de Robert 20 ans plus tôt, Léonie avait pleuré. Pas des larmes silencieuses qu'on ravale. Des vraies larmes qui coulaient librement, devant ces gens qui avaient enfin décidé de la voir. Madame Blanche ne s'était pas excusée avec des mots. Elle s'était excusée avec des actes. Le salaire de Léonie avait augmenté discrètement. La chambre minuscule du grenier avait été abandonnée. Léonie dormait maintenant dans une vraie chambre au rez-de-chaussée, avec une fenêtre qui donnait sur la cour. Une fenêtre avec des rideaux. Une dignité tardive mais réelle. Et puis, un soir, Léonie avait demandé quelque chose. Pas de l'argent, pas des excuses. Elle avait demandé du temps. « Je veux étudier le soir. » Madame Blanche avait cligné des yeux, surprise, puis elle avait hoché la tête. Bien sûr, Léonie s'était inscrite au cours populaire de la préfecture. Elle avait commencé à apprendre à écrire son nom sans honte, à faire des calculs plus compliqués que compter des pommes de terre, à lire autre chose que des listes de courses. Camille était devenue sa professeure secrète. Tous les soirs, après le dîner, la petite fille et la domestique s'asseyaient à la table de la cuisine. Camille montrait les lettres. Léonie les copiait, les répétait, les gravait dans sa mémoire. Et petit à petit, le monde s'ouvrait. Pas d'un coup, pas avec des miracles, juste avec des mots, ligne après ligne, page après page. Quand la libération était arrivée en août 1944, Armand était revenu. Il avait trouvé Léonie dans la cour, celle de la photographie. Il avait souri, ce sourire fatigué des gens qui ont survécu à l'enfer. Mireille et les enfants. Ils ont traversé. Ils sont vivants. Léonie n'avait rien dit. Elle avait simplement hoché la tête. Parce que certaines victoires sont trop grandes pour des mots. Elles se vivent en silence, comme une prière exaucée. Il n'y avait pas eu de défilé. Pas de médaille. Léonie avait continué à travailler. Mais quelque chose avait changé. Dans la façon dont Camille la regardait. Dans la façon dont Madame Odette lui parlait. Dans la façon dont Madame Blanche lui disait bonjour le matin. Léonie n'était plus invisible. Elle était vue. Enfin. Les années avaient passé comme passent les saisons. Léonie avait continué à travailler pour les Dupré, mais d'une manière différente. Elle négociait maintenant ses horaires. Elle assistait aux cours du soir 3 fois par semaine. Elle apprenait. Non pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour devenir pleinement elle-même. Cette fille de filateur et de blanchisseuse qui avait quitté l'école à 11 ans rattrapait le temps perdu. Lentement, avec la même obstination qu'elle avait utilisée pour survivre. En 1952, sa mère était tombée malade. Léonie avait demandé à Madame Blanche de pouvoir rentrer chez elle 2 après-midi par semaine. La réponse avait été immédiate.
Bien sûr, prenez le temps qu'il vous faut. Léonie s'occupait de sa mère avec la même douceur silencieuse qu'elle avait montrée à Étienne malade. Elle lui faisait des tisanes, lui lisait des passages de journaux, lui tenait la main quand la douleur devenait trop forte. Sa mère était morte en 1954, paisiblement, en murmurant le prénom de Paulette, la petite sœur morte 20 ans plus tôt. Léonie avait pleuré, puis elle était retournée travailler, parce que c'était ce qu'on faisait. On continuait. Camille avait grandi. La petite fille aux tresses qui mouillait son lit était devenue une jeune femme de 20 ans, étudiante à l'université. Elle voulait être professeure, enseigner aux enfants que personne ne regardait. Elle avait pris pour règle de ne jamais sous-estimer l'élève en tablier. Parce qu'elle se souvenait de Léonie balayant la cour tout en sauvant des vies. Elle se souvenait que le courage ne portait pas toujours d'uniforme. Étienne était devenu médecin. Il travaillait à l'hôpital public de Lyon, soignant ceux qui n'avaient pas les moyens de payer. Il avait appris à écouter ce que les patients ne disaient pas, à voir derrière le silence. Léonie lui avait enseigné cela sans jamais prononcer un mot, juste en étant, juste en continuant à respirer quand tout disait d'abandonner. Par insistance de Camille, Léonie avait commencé à diriger la cuisine des Dupré. Elle enseignait maintenant à 2 jeunes filles du quartier, Nadia et Josette, à lire des recettes et à commander un fourneau. C'était sa façon de transmettre, pas avec de grands discours, pas avec des théories, avec des gestes, avec de la patience, avec cette certitude tranquille que la sagesse se trouvait dans le quotidien bien fait. Un après-midi de 1956, une lettre était arrivée. L'écriture était hésitante, les mots simples. « Chère Léonie, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Mireille Belkacem. Vous avez sauvé ma vie et celle de mes neveux pendant la guerre. Je vis maintenant à Marseille avec Noah et Sarah. Ils vont bien. Ils grandissent. Noah dessine toujours avec du charbon, comme vous le lui avez appris. Sarah chante dans une chorale. Je voudrais vous rencontrer, vous remercier. Pas avec de grands mots, juste partager des pêches au marché et parler de la vie. » Léonie avait pris le train pour Marseille un dimanche de juillet. Elle avait retrouvé Mireille sur un banc du Vieux-Port, 2 femmes avec des sacs de provisions. Pas de larmes de cinéma, pas d'embrassades théâtrales. Juste 2 personnes qui avaient survécu et qui partageaient maintenant des pêches juteuses en regardant les bateaux. Mireille avait sorti quelque chose de son sac. Un foulard à la lavande, identique à celui que Léonie lui avait donné pendant la guerre. « Maintenant c'est moi qui protège », avait murmuré Mireille. Le cycle continue. Noah était devenu professeur d'art. Sarah, infirmière. Ils avaient embrassé Léonie en pleurant. Cette femme qui leur avait donné du charbon pour dessiner dans le noir. Cette femme qui les avait habillés en petits bourgeois pour traverser la mort. Ils ne l'oublieraient jamais. En 1962, la maison des Dupré avait été transformée en lycée féminin. L'État l'avait rachetée pour en faire une école publique. Le jour de l'ouverture, un groupe d'hommes du quartier s'était rassemblé devant le portail. Ils se moquaient des jeunes filles qui entraient. « L'école, c'est pas pour vous. Retournez à vos casseroles. » Une adolescente avait trébuché, gênée, humiliée. Léonie, qui travaillait maintenant comme responsable de la cantine scolaire, avait traversé la cour. Cette même cour, où 20 ans plus tôt, elle balayait la neige, en comptant les minutes avant de sauver 2 enfants. Elle s'était approchée de l'adolescente. Elle avait posé sa main sur son épaule. Tête haute. 2 mots. Simple, puissant. De l'autre côté du portail, un vieil homme avait touché son chapeau et rougi. Il s'était détourné sans un mot. C'était le jeune sentinelle de 1944, celui qui avait fouillé les poches de Léonie et trouvé un chapelet et une photo jaunie. Celui qui l'avait traité de simple domestique. Il reconnaissait maintenant ce visage. Ce courage silencieux qui l'avait désarmé avec un seau et une prière. Il ne demandait pas pardon. Certaines hontes ne se lavent pas avec des mots. On les porte. C'est tout. La course était tue. Les moqueries avaient cessé. Et la vie avait continué. Les jeunes filles étaient entrées dans le lycée, la tête un peu plus haute, parce qu'une femme de 46 ans qui sentait la soupe et le courage
leur avait montré comment on tenait debout. Cette année-là, la photographie de 1943 avait été accrochée discrètement dans le bureau de la directrice, pas avec une plaque héroïque. Juste la date et le mot « cuisine ». Hiver 1943. Cours intérieur. Léonie au travail. Ceux qui savaient comprenaient. Ceux qui ne savaient pas passaient. C'était parfait ainsi. Léonie avait continué à travailler jusqu'en 1965. Elle avait 49 ans quand son cœur avait commencé à fatiguer. Camille, maintenant professeur titulaire et marié, venait la voir chaque semaine. Étienne, médecin respecté, vérifiait sa santé. Madame Blanche, veuve âgée mais toujours élégante, prenait le thé avec elle le dimanche. Elle ne parlait pas de hiérarchie. Elle parlait de tout et de rien, comme deux femmes qui avaient appris à se voir. Un matin de novembre 1965, Léonie ne s'était pas réveillée. Elle était morte dans son sommeil, paisiblement, dans cette chambre du rez-de-chaussée, avec la fenêtre qui donnait sur la cour. Camille et Étienne étaient à son chevet, quand les médecins avaient constaté le décès. Cause naturelle. Une vie bien vécue, qui s'achevait doucement. Les funérailles avaient été simples. Pas de grande église, pas de discours pompeux, juste une petite cérémonie dans la chapelle du quartier. Mais il y avait du monde. Mireille était venue de Marseille avec Noah et Sarah, maintenant adultes. Armand, le mécanicien, était là avec sa boina usée et ses mains toujours tachées de cambouis. Des dizaines de femmes du quartier, avec leurs tabliers et leurs stylos dans les poches. Les élèves que Léonie avait nourris à la cantine. Les professeurs qu'elle avait inspirés sans jamais leur faire de leçons. Camille avait pris la parole. Sa voix tremblait mais tenait bon. Léonie Carrel nous a enseigné que la grandeur ne réside pas dans les titres ou les applaudissements. Elle réside dans le quotidien fait avec dignité, dans la soupe servie avec soin, dans le couloir transformé en passage sûr, dans la main posée sur l'épaule d'une jeune fille qui doute. Nous créons aujourd'hui la bourse Léonie Carrel, pour les jeunes de familles ouvrières qui veulent étudier l'alimentation, les soins infirmiers, l'enseignement, les métiers de soins qui soutiennent la ville. Parce que Léonie nous a prouvé que ces métiers ne sont pas petits. Ils sont immenses. Une semaine plus tard, une plaque avait été fixée dans la cour du lycée, près du portail de fer. Pas un monument. Juste une petite plaque en bronze. Ici, une femme ordinaire a protégé des vies avec le travail de tous les jours. Les étudiantes passaient devant chaque matin. Certaines s'arrêtaient. Elles lisaient. Elles pensaient. Elles continuaient leur chemin, un peu changé. La photographie de 1943 n'a jamais été donnée à un musée. Elle est restée dans la famille. Aujourd'hui, elle se trouve dans le salon de la petite fille de Camille, encadrée simplement, accrochée près de la fenêtre. Chaque fois qu'un enfant demande qui est cette femme avec le balai, on raconte l'histoire. Pas comme une légende, comme une vérité, comme un rappel que le courage se cache parfois dans les gestes les plus simples. L'histoire de Léonie Carrel se termine ainsi, sans statut, sans nom de rue, avec une bourse qui continue à changer des vies, avec une plaque que personne ne remarque vraiment, avec une photographie dans un salon privé qui transmet une mémoire de génération en génération. Parce que la vraie grandeur n'a pas besoin de projecteur. Elle vit dans les actes discrets qui transforment le monde. Un seau d'eau renversé, une main sur une épaule, un morceau de pain partagé dans le noir. C'est ainsi qu'on sauve le monde. Pas avec des discours, avec de la soupe, du courage et une obstination tranquille qui refuse d'abandonner. Léonie Carrel, 1916-1965. Domestique, héroïne, femme ordinaire qui a fait des choses extraordinaires en restant exactement ce qu'elle était. Une leçon pour nous tous, chaque jour qui passe. Cette histoire fictionnelle, inspirée de tant de vies réelles oubliées, nous rappelle que le courage ne se crie pas. Il se murmure dans les cuisines, se cache dans les gestes simples, se tisse dans le silence des femmes qu'on ne regarde pas, et qui pourtant soutiennent le monde. La force de Léonie n'était pas dans les mots, mais dans l'acte de continuer quand tout semblait perdu. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place, face à la peur et à l'injustice ?
Pensez-vous que les héros du quotidien méritent davantage d'être racontés? Quelle femme ou quel homme ordinaire dans votre famille vous a appris ce que signifie vraiment le mot courage? Écrivez le mot invisible dans les commentaires si vous êtes resté jusqu'à la fin pour honorer ces vies silencieuses qui ont changé le monde sans jamais chercher la gloire. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous écoutez et, si vous le souhaitez, partagez une histoire ancienne de vos ancêtres, un souvenir qui mérite d'être transmis. Peut-être qu'il deviendra la prochaine histoire de notre chaîne. Abonnez-vous, aimez cette vidéo, activez la cloche et partagez ce récit pour que la mémoire de ces femmes de l'ombre continue à vivre. Et cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir une autre histoire qui, comme celle-ci, parle de courage, de compassion et d'humanité.